Abdi Mohamed Yeri, chef adjoint de la délégation du CICR au Mali. Ce centre a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil et d'apprentissage pratique des étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Le dit centre permettra la pérennisation des services de réadaptation physique au Mali par la disponibilité de ressources humaines de qualité dans le domaine. Cette inauguration a été l'occasion pour le ministre de la Santé et du Développement social de remettre un lot de matériel d'une valeur de 30 millions de francs CFA pour renforcer les capacités techniques du centre d'excellence. Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. L'infrastructure que nous inaugurons est un bâtiment moderne et ce sera le deuxième pôle de formation en orthèse et prothèse en Afrique de l'Ouest francophone après le Togo, qui a été créé en 1974. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au Conseil national de transition pour leur engagement sans faille, à nos partenaires internationaux pour leur confiance et leur appui constant, aux experts nationaux et internationaux du secteur de la réadaptation. Que ce centre soit un pôle d'excellence, de transmission et d'espoir renouvelé pour les générations futures. Des hommes et des femmes ont œuvré dans l'ombre pour que ce nouveau centre voie le jour. Ils ont reçu à cet effet des attestations de reconnaissance lors de cette cérémonie. La délégation territoriale du médiateur de la République à Ségou vient d'être dotée d'un nouveau siège. Cette acquisition offre un cadre idéal de travail à la délégation territoriale en 4e région. L'infrastructure qui a coûté plus de 200 millions de francs CFA a été inaugurée le jeudi dernier en présence de notre reporter de ORTM Ségou, Honoré Tienou. L'événement est l'inauguration du nouveau bâtiment de la délégation régionale du médiateur de la République. Un siège flambant neuf qui offre non seulement de la visibilité à la délégation territoriale du médiateur, mais aussi et surtout son accessibilité aux usagers de la région de Ségou. Sanogo Aminata Malé, médiateur de la République. L'acquisition de cette bâtisse ne fera que renforcer et consolider l'image des services du médiateur de la République auprès des citoyens et des services publics. Une réputation que le médiateur a su se forger depuis plus d'une vingtaine d'années d'existence grâce aux efforts inlassables de ses collaborateurs. Au cœur du quartier Angoulême, c'est une infrastructure imposante de R+1 composée d'un bureau du délégué, 2 salles de réunion, des bureaux pour administrateurs et un logement pour le délégué. À ceci s'ajoutent plusieurs autres commodités, de quoi offrir un cadre idéal de vie et de travail à la délégation territoriale du médiateur de la République à Ségou. Brema Ongouiba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. C'est la toute première délégation à recevoir un siège digne vraiment de ce nom. Les usagers qui sont les administrés auront un cadre vraiment d'accueil digne de ce nom et le personnel également de la délégation est vraiment bien logé pour vraiment remplir convenablement leur mission. D'un coût global de plus de 200 millions de francs CFA, l'infrastructure ainsi inaugurée occupe une superficie de 2500 mètres carrés, soit un quart d'hectare. Ségou, Honoré Tienou et Karamoko Traoré pour l'ORTM. À Caille, le gouverneur de la région était sur le terrain pour sensibiliser sur les dangers de l'orpaillage traditionnel à la fois pour l'homme et pour l'environnement. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu dans le cercle de Kéniéba du 22 au 25 avril 2025. Des rencontres, des conférences sur le code minier, entre autres activités, ont constitué les temps forts de cette visite. Les détails avec Kabadjara. Dès son arrivée à Kéniéba, le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Soumaré, accompagné d'une forte délégation, a rencontré les autorités traditionnelles et coutumières dans la famille du chef des légitimités traditionnelles du cercle de Kéniéba. Une rencontre mise à profit par celle-ci pour d'abord saluer le travail abattu des autorités de la transition pour le bien-être de tous les Maliens avant d'évoquer des problèmes. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région des Cailles. Lors de ces différentes rencontres, les populations ont effectivement soulever leurs préoccupations qui sont essentiellement liées à la question des routes, dont le désenclavement du cercle de Kéniéba, et aussi à la question de l'électricité qui a été beaucoup évoquée, et également la question de sécurité. Les sociétés minières ont ajouté des problèmes d'intrusion sur leur permis d'exploitation. Donc à toutes ces préoccupations, des assurances ont été données. La deuxième étape de cette visite du gouverneur à Kéniéba a été consacrée à la conférence sur le code minier, la protection de l'environnement, l'eau, l'assainissement. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région des Cailles. Face à ces différents acteurs, les instructions que j'ai données sont les suivantes: de répertorier l'ensemble des sites d'exploitation dans différentes communes et que les sites qui sont
là de façon illégale, et sans aucune autorisation, puisse être immédiatement fermé. Et ensuite, des instructions ont été données aussi, selon des encouragements également, qu'il y ait des activités de restauration des terres dégradées. Et pour ce faire, nous avons beaucoup misé sur la jeunesse, afin qu'ils puissent contribuer à cette activité de restauration des terres dégradées, en collaboration avec les collectivités et avec les services techniques, que les sociétés minières aussi puissent accompagner cette activité de restauration des terres qui ont été dégradées. En marge de la conférence, le gouverneur de la région des Cailles a d'abord visité le centre de formation et de promotion des femmes de Kéniéba, un centre confronté à un manque d'équipement et de toilettes, avant de se rendre au centre de formation professionnelle et au site du champ solaire de Yeremoundé, un amont de culture du village de Sansanto. Caille Kabadjara, Lassana Keita pour l'ORTM. AES, actualité. Au Niger, dans la région de Difa, précisément à Kablewa, les éléments de Boko Haram ont mené une incursion dans la ville prenant 6 otages. La réaction énergique des éléments des forces de défense et de sécurité de l'opération Nalewa Dole a permis la libération de tous les otages et la neutralisation de tous les terroristes. Le gouverneur de la région est allé saluer les unités engagées dans cette opération. Le récit de cette visite est avec Aliou Ibrahim de la radio du Niger. Dans la nuit de dimanche à lundi, les éléments du groupe terroriste Boko Haram ont effectué une incursion dans la ville de Kablewa dans le département de Gingimi en levant plusieurs civils. Réagissant promptement, les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de poursuite et d'encerclement permettant non seulement la libération de tous les otages, mais aussi la neutralisation de plusieurs assaillants. Sitôt informé, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadouma, s'est rendu à Kablewa. Nous sommes très heureux d'effectuer le déplacement jusqu'à votre position pour venir vous féliciter au vu de l'opération que vous venez de mener. Ça nous réjouit, ça nous rassure énormément. La cohésion qui existe entre vous est la source de votre succès. La visite du gouverneur de la région de Difa a été également l'occasion de rassurer les populations locales sur les dispositifs sécuritaires renforcés dans la zone, dans le cadre de l'opération Nalewa Dole. Cette incursion, bien que rapidement contenue, rappelle les menaces persistantes dans la région de Difa, mais démontre également la capacité de réaction rapide des forces de défense et de sécurité qui continuent de défendre le territoire avec courage et efficacité. De retour à Difa, le gouverneur et sa délégation se sont rendus au centre hospitalier régional de Difa pour s'enquérir de l'état de santé de l'unique blessé de l'opération. Mois du patrimoine au Burkina Faso, un mois qui est surtout une invite aux Burkinabés à valoriser leur culture riche et variée. C'est dans ce cadre que Judicaël Kafando de la radio du Burkina nous propose une immersion dans les couloirs du Musée national du Faso à la découverte des masques, des trésors souvent méconnus par le grand public. Une multitude de masques est conservée justement au Musée national. Vous allez découvrir que le masque ne se porte pas seulement, il nous enseigne, nous parle et nous guide. Vous êtes guidé dans l'univers des masques burkinabés avec Judicaël Kafando. Une fois la porte de la salle d'exposition franchie, c'est le masque porte qui vous accueille. Et au-delà de ce que l'on voit, la symbolique puissante, comme l'explique le guide Vouniès Poda. Ici, c'est le masque porte. Il est typiquement d'origine San, donc Samo, mais beaucoup plus, on trouve beaucoup de ces masques-là chez les Bouaba. Et l'animal qui est là, c'est le hibou. Quand vous voyez le hibou, c'est un oiseau protecteur, contrairement à ce que les gens disent. C'est pourquoi, placé devant la porte, il protège les membres de la famille. Dans la salle triandée du Musée national, une vingtaine de masques sont exposés, reflétant la richesse culturelle burkinabé. Nous avons par exemple les masques simples, où nous avons soit c'est juste des têtes sous forme de casque. Nous avons aussi des masques à structure. Vous pouvez voir un masque qui a une forme de personne, avec surmonté d'une forme animale, ce qu'on appelle les masques anthropozoomorphes. Vous avez aussi des masques soleil, ou ce grand masque avec un visage rond, et qui représente le bonheur, la vie. Nous avons plusieurs costumes en fonction de l'ère géographique. Par exemple, les masques à fibres sont beaucoup plus l'apanage des Mossé, des Gouroussi, des Samo. Au centre, l'arène attire les regards. Elle met en scène plusieurs masques entourés de 3 personnages, une reconstitution qui donne vie aux traditions. Le guide Vouniès Poda. C'est un espace délimité
vous avez des masques dans leur apparition vont se regrouper avec des initiés qui sont à côté, qui peuvent être des instrumentalistes, qui peuvent être des éclaireurs. Ils parlent avec les masques dans un langage collé. Par exemple ici, le masque éléphant qui va sortir, le masque mère, c'est le masque le plus sacré. Et aussi le masque buffle, vous avez au milieu le masque hyène. Mais le masque n'a pas de sens sans la musique. Selon Vognès Poda, les différentes sonorités donnent vie aux masques qui transmettent un message. Nous avons une large gamme d'instruments de musique parce que nous avons voulu que toutes les communautés qui utilisent les masques, bien sûr, soient représentées. Et vous voyez par exemple le tambour ici, central, lui il est utilisé pour parler aux masques. Vous avez ici les flûtes, ces flûtes-là, chaque flûte a une fonction. Vous avez les flûtes mâles, les flûtes femelles. Le masque ne peut être porté qu'après des rituels précis et cela se fait sur l'autel de sacrifice, là où le masque reçoit sa force spirituelle. C'est le centre de commandement selon Vognès Poda. Nous avons l'autel sacrificiel. C'est là qu'on met l'énergie dans le masque. Parce que le masque est là, ça peut être une coquille. Tout ce que vous voyez dans la salle, ce sont des masques désacralisés. Le masque, les instruments de musique et l'ensemble du patrimoine culturel s'entrelacent pour raconter l'âme d'un peuple. En ce mois du patrimoine, les Burkinabés sont invités à prendre d'assaut les différents sites culturels pour apprendre et se ressourcer. Connaître sa culture, c'est comprendre son identité pour mieux bâtir le Burkina nouveau. La page sport de ce dimanche 9h est essentiellement consacrée au football sur le continent. La CAN des moins de 20 ans garçons démarre cet après-midi en Égypte. Les demi-finales et retours de la Coupe CAF se jouent également aujourd'hui. Au plan local, l'événement, c'est bien sûr le grand derby de la capitale. Le Stade Malien de Bamako offre son hospitalité à son rival de longue date, le Djoliba Athletic Club. Ce choc ouvre la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Le développement avec Famourou Djourti. Le Stade Malien de Bamako reçoit ce dimanche 27 avril 2025 en ouverture de la 19e journée le Djoliba AC. Les Blancs de Sotiba sont en confiance et restent sur 8 victoires consécutives alors que les Rouges de Eremakono sont au ralenti depuis quelques semaines. La confrontation entre les deux poids lourds du football malien marque toujours un tournant dans la course au titre et cette rencontre de la 19e journée ne devrait pas faire exception. L'enjeu est de taille. Le Stade Malien de Bamako est en tête du classement avec 40 points alors que le Djoliba AC, deuxième, totalise 37 unités. Si les stadistes gagnent, ils compteront 6 points d'avance sur leurs grands rivaux et feront un grand pas vers le titre. Mais si les Djolibis l'emportent, ils reprendront la tête du classement grâce à la différence de but particulière. Au match aller, disputé le 16 février dernier, le Djoliba AC s'était imposé par 1-0. Nous partons confiants avec l'objectif d'avoir les 3 points et de pouvoir creuser l'écart. Il n'y a que 3 points qui nous séparent et si nous gagnons, ce sera le double. Les joueurs sont déterminés à prendre leur revanche. Martel, l'entraîneur du Stade Malien de Bamako, Mamoutou Kane alias Mourlé. Signalons que le Stade Malien de Bamako n'a pas encaissé de but lors de ses 5 dernières sorties. Dans le camp du Djoliba AC, le technicien Demba Mamadou Traoré affiche également sa confiance et sa détermination à engranger les 3 points de la partie. Seulement, depuis quelques semaines, les Djolibis sont au ralenti et restent sur 3 victoires, 4 nuls et une défaite lors de leurs 8 derniers matchs. Nous voulons prendre la tête du classement. Pour cela, il va falloir gagner cette rencontre, déclare le coach des Rouges de Bamako, Demba Mamadou Traoré, avant d'ajouter qu'un derby ne se joue pas, qu'il se gagne. Pour les statistiques, ce match marquera la 45e confrontation entre les deux équipes depuis l'instauration de la poule unique lors de la saison 98-99. Pour le moment, avantage au Djoliba AC qui compte 16 victoires, 40 buts marqués contre 10 succès et 29 buts marqués pour le Stade Malien de Bamako. Les 19 autres matchs se sont soldés par des résultats nuls, dont 9 vierges. La rencontre de cet après-midi sera dirigée par l'arbitre international Richard Kamaté. Il sera assisté de Modibo Samake et Amadou Beguissé, tous deux internationaux aussi. Le coup d'envoi est prévu pour 17h au stade du 26 mars. Sur le continent, la CAN des moins de 20 ans débute ce dimanche 27 avril en Égypte et c'est jusqu'au 18 mai 2025. Outre le trophée continental, l'autre enjeu sera les places africaines pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie au Chili en 2025. Et ces places reviendront aux 4 demi-finalistes de cette compétition continentale. Ce soir, l'Égypte sera face à l'Afrique du Sud. Notons que 13 nations réparties en 3 poules seront en compétition pour le trophée continental et les 4 places du prochain mondial. Éliminé lors des éliminatoires, le Mali ne participera pas au tournoi. Toujours football et sur le continent, les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce 27 avril 2025. Stellenbosch FC d'Afrique du Sud doit sortir le grand jeu ce dimanche pour renverser Simba Sporting Club de Tanzanie. Les Tanzaniens avaient battu 1-0 leur homologue sud-africain lors de la manche
match aller. Dans l'autre rencontre, le 16 Constantine d'Algérie, battu à l'aller 4-0, tentera de réaliser l'exploit face au club marocain de RS Berkane. Et enfin, en Espagne, le FC Barcelone a soulevé ce samedi son 32e trophée de Coupe du Roi à Séville face à son grand rival, le Real Madrid. Au terme d'une finale haletante conclue après prolongation, les Catalans se sont imposés 3-2 face aux Merengues. Les hommes de Hansi Flick, dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, ont su résister au retour du Real pour finalement faire la différence en fin de prolongation. Le Real Madrid n'a désormais que la Liga pour sauver sa saison. Focus Santé. Focus Santé de ce dimanche s'intéresse à une infection qui touche la tête. Il s'agit de la teigne. Cette infection qui est due aux champignons est très contagieuse et touche majoritairement les enfants. Si elle s'aggrave, elle détruit la souche des cheveux. C'est pourquoi on remarque chez les personnes affectées des cicatrices sur la tête. Pour en savoir davantage sur la teigne, Kouma Sissé est allé à la rencontre du professeur Adama Diko à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Découvrons ensemble cette maladie dans Focus Santé avec Kouma Sissé. Elle se manifeste par une ou plusieurs plaques sur la tête. Appelée Duruganani ou Kaba en bamana, la teigne est une infection causée par des champignons. Elle a deux formes et touche majoritairement les enfants. Professeur Adama Diko, dermatologue. Les formes mineures se caractérisent essentiellement par des plaques avec des pellicules blanchâtres qui sont très contaminants et souvent qui passent sans gravité. Le deuxième type de teigne, c'est la forme où ces plaques sont parsemées de lésions pustuleuses au niveau de la tête. Et le même parasite peut aussi donner d'autres lésions au niveau de la peau, ce qu'on appelle la dermatophysie de la peau glabre. La teigne se transmet très rapidement, surtout en milieu scolaire et dans les lieux de coiffure. Professeur Adama Diko. La maladie, elle est très contagieuse. Et c'est pour ça que nous avons ça, surtout les formes simples interhumaines. Dans les grandes familles où il y a beaucoup de garçons, avant les fêtes, tout le monde se retrouve chez le coiffeur. Donc le garçon qui a ça sur sa tête, là, et à travers les tondeuses, il peut se la passer. Même à domicile, à la maison aussi, il dorment sur le même lit, souvent il se passe les casquettes, donc il se passe le champignon comme ça. Et le deuxième qui est très grave, qui peut se compliquer en kérion, c'est le type qu'on ramasse le plus souvent chez les chats. Et le chat est le réservoir. Donc les enfants qui jouent beaucoup plus avec les chats, qui sont beaucoup plus contaminés par ce parasite. Si la teigne n'est pas traitée à temps, elle évolue vers la forme grave. Elle laisse non seulement des cicatrices importantes sur la tête, mais aussi les cheveux ne poussent plus sur les parties infectées. Le plus souvent, les agents de santé prescrivent des antibiotiques à tort. Or, ce n'est pas une bactérie, c'est le parasite. Et le parasite, à sa présence, c'est une réaction à ce parasite qui va causer cette réaction locale. D'où nous, les spécialistes, souvent, en plus des antiseptiques, on associe aussi une corticothérapie de courte durée. C'est de casser l'inflammation pendant au moins quelques jours, 4 à 5 jours, quand l'inflammation est cassée. Donc on continue maintenant avec les antifongiques qui permettent de traiter ce champignon au moins 3 à 4 semaines de traitement. La teigne compliquée, comme on l'appelle le kérion, nécessite obligatoirement un traitement précoce. Et ce traitement précoce, il faudra associer des antiseptiques, associer des anti-inflammatoires comme les corticoïdes de petites doses. Et cette teigne, elle a un préjudice. Ce préjudice, c'est quoi? Si l'on tarde dans le traitement, en croyant que c'est les antibiotiques qui vont traiter, parce que le follicule, c'est la racine, c'est là où le cheveu sort. Et ce follicule-là, s'il s'en va, il n'y aura plus de cheveux, ça ne va plus pousser. Et quand ça ne pousse pas, c'est ce qu'on appelle l'alopécie cicatricielle. Et c'est un préjudice esthétique, surtout chez les filles qui vont grandir, qui n'auront pas de cheveux. La prévention, c'est quoi? C'est tout d'abord vraiment la propriété. Laver bien la tête, éviter, ceux qui ont déjà la teigne, éviter le contact permanent avec les formes graves aussi. Éviter le contact permanent avec les chats. Dès que vous voyez des plaques sur la tête qui sont parsemées de lésions pustuleuses, il faudra amener l'enfant parce que là, c'est le signe du kérion ou teigne inflammatoire. La teigne est une infection à ne pas négliger. Ces complications agissent sur la qualité et la quantité des cheveux qui peuvent marquer à vie les personnes touchées.
À 9h passées de 22 minutes, on prend fin cette édition qui vous a été présentée par Bemba Sibi. Alima Ouattara a assuré la mise en onde et Mohamed Koulibaly s'est chargé de la mise en ligne. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, qui vous propose un tour d'horizon complet de l'actualité avec des dossiers et des invités. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.